Bonjour Hassoun Kamara. Bonjour. Vous êtes en voyage au Sénégal. Ça vous fait quoi de venir au Sénégal? Bon, c'est toujours un plaisir. Comme j'ai dit, j'essaie d'y venir régulièrement en fait. Et voilà, quand j'ai un moment, un petit peu de vacances, j'essaie de venir le plus souvent possible ici, voir la famille et me ressourcer un petit peu, ça fait du bien. Le Sénégal, la France, deux pays dont vous vous sentez, enfin, en tout cas, appartenir, hein, vous êtes français, autant vous êtes sénégalais. Oui, c'est sûr. Ça vous fait quoi d'avoir cette double identité? Parfois les gens sont obligés, même en France ou ailleurs, de vous dire mais non, vous êtes français ou vous êtes sénégalais. Vous avez deux cultures, deux identités. Oui, c'est sûr, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient un petit peu perdus, à savoir le choc de la double culture, mais moi je pense qu'il faut prendre ça comme un positif sur les deux choses, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y a à prendre au niveau de la France et la chance que j'ai eue de pouvoir grandir aussi en France, etc. Mais aussi sans complexe, pouvoir prendre toute la culture que j'ai de mes parents et d'ici, en me sentant entièrement sénégalais et fier de l'être, c'est sûr. Joueur professionnel, c'est une question qui va intéresser certainement tous les jeunes Sénégalais parce que, je sais pas, vous savez nettement, vous le voyez, le Sénégal aime le foot, les Sénégalais aiment le foot. C'est facile, c'est pas facile. Vous l'avez été, c'est quoi hein? C'est un monde un peu qu'on ne connaît pas trop finalement, malgré qu'on voit beaucoup de choses de foot à la télé. Oui, c'est sûr qu'on nous montre le spectacle et tout ce qui va avec autour, c'est clair, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Je sais que depuis que je suis tout petit, je donne tout pour pouvoir réaliser mon rêve un jour et j'ai eu la chance, moi en tout cas, de pouvoir le faire. Comme j'ai dit, il faut être très persévérant, il y aura des difficultés et des choses à affronter au cours de ce parcours, mais au final, quand on a un but, c'est comme tout, il faut persévérer, se donner les moyens de pouvoir réussir et à partir de là, c'est là où on a plus de chances d'arriver à son but. Donc là, vous avez donc été d'abord à l'OM, où tout le monde rêve, après Bastia, c'est ça? Aujourd'hui, c'est quoi ce cursus-là? C'est quoi? C'est professionnel? C'est un choix? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a eu du choix sur la fin, mais c'est sûr que j'étais à Marseille avec une grosse équipe. À l'époque, il y avait des joueurs comme Franck Ribéry, Samir Nasri, Habib Beye, compatriote, que je salue d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Mais voilà, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde et la concurrence était rude. Donc je suis resté 1 an et demi, 2 ans pardon, et de là j'ai décidé d'avoir du temps de jeu à Bastia. C'est là que je me suis le plus épanoui au niveau du foot en Europe en tout cas, où j'ai appris mes gammes, où j'ai continué à jouer, à progresser aussi dans un bon environnement pour moi en tout cas. Et de là j'ai décidé de traverser l'Atlantique. Un championnat différent, mais qui est très en vogue actuellement avec l'arrivée de grands joueurs aussi. À l'époque où je suis arrivé, il y avait des joueurs comme Thierry Henry, David Beckham, ce qui m'a donné l'envie d'y aller et de découvrir le continent aussi parce que j'aime beaucoup les États-Unis en soi. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que je vois des joueurs arriver comme David Villa qui a signé, Kaka qui a signé, Frank Lampard qui a signé aussi dans ce championnat-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient y être. Je sais qu'il y avait un compatriote, Bouna Koundoul, qui y était aussi au New York Red Bull. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui veulent y être et c'est sans regret que j'ai traversé l'Atlantique, c'est sûr. Donc moi, je parle plutôt social, plutôt société, plutôt politique. Aujourd'hui, j'ai commencé d'ailleurs par là en parlant d'identité. Aujourd'hui, mais revenons juste, vous qui vivez en France, vos parents sont partis en France depuis trop longtemps, vous êtes nés là-bas. Et aujourd'hui, quel regard faites-vous à partir de la France? Comment vous regardez le Sénégal, un pays qui est pauvre? Quel est votre sentiment par rapport à ce pays? Peut-être de vouloir aider, comment vous regardez le Sénégal? Oui, c'est sûr, clairement, le Sénégal est, c'est sûr, dans la voie d'un pays émergent. C'est en tout cas le processus donné par les politiques aujourd'hui qui veulent en faire un pays à l'instar du Brésil qui se développe beaucoup avec une forte croissance. Mais moi j'ai la chance de pouvoir revenir régulièrement et je vois clairement une belle progression du Sénégal. Je pense qu'il y a le développement des infrastructures qui mettent en place la vie de la population, même si c'est sûr que ça reste encore difficile, mais je pense que le pays est dans la bonne voie et quand on compare à d'autres pays
plus ou moins instable autour, je pense que c'est l'un des pays qui s'en sort le mieux, c'est sûr. On va parler d'un sujet aussi politique, du racisme, de le planter comme ça fait bizarre, mais c'est par rapport à votre cursus déjà, vous, parce que vous quittez ici pour aller aux États-Unis où il y a beaucoup de racisme ces temps-ci, en tout cas envers les Noirs. Vous êtes noir, c'est l'occasion d'en parler, mais au-delà de ça, dans le foot, il y a du racisme. On a vu, les cas peuvent être multipliés, hein, et tout genre jeter des bananes, enfin ainsi de suite. Est-ce que vous avez déjà vécu ça avant de venir sur moi personnellement, non, j'ai pas. Ce serait difficile de dire que j'ai été touché personnellement en tout cas par le racisme. Mais c'est vrai que c'est un fléau qui existe dans toutes les sociétés, dans tous les secteurs. Donc malheureusement, il n'épargne pas le foot. Comme vous l'avez dit, on l'a vu récemment, par exemple avec les déclarations de Willy Sagnol, par exemple, qui a déclaré qu'il y avait un stéréotype sur le joueur africain, chose qui me touche personnellement parce que je ne me reconnais pas du tout en ces paroles et en ces choses-là, parce que il y a des grands joueurs qui sont techniques, doués, qui ont une finesse technique. Je pense à JJ Okocha, je pense à Ella Djidju, je pense à plein de joueurs qui ont ces talents-là, et on les réduit justement à des limites des robots, quoi, qui n'ont pas l'intelligence suffisamment développée pour pouvoir être un joueur équivalent à un blanc, quoi. Donc c'est vraiment réducteur, je trouve, et on doit combattre ça tous les jours, c'est sûr. Est-ce que vous, d'aller sur un terrain, une fois, ça vous arrive de vous dire « je suis noir, je dois faire plus » ou « je suis noir ». Est-ce que ça vous traverse cette histoire d'être noir ou non? Vous le vivez comment d'ailleurs, dans un terrain de foot ou ailleurs? Bah, c'est pas, je dois dire que c'est pas une chose qui me voilà, je me relève pas tous les matins en me disant ah oui t'es noir, faut que t'en fasses 2 fois plus. Mais c'est vrai que voilà, des fois ça m'effleure l'esprit, et ça reste une source de motivation, plus dans le sens où je dois rendre les miens fiers de ce qu'on est, et de dire que voilà, c'est sûr qu'il y a du racisme dans chaque société. Mais voilà, au lieu de me plaindre et me placer en victime en me disant ah oui mais je veux pas y arriver, je vais être une victime, bah non, c'est une arme en plus justement pour dire bah merci de m'avoir donné l'information, ok il y a du racisme, je vais me servir de ça pour faire 2 fois plus d'efforts et pas avoir d'excuses à me dire ah non bah finalement je pourrais pas y arriver parce que c'est de la faute des autres. C'est le piège dans lequel on tombe souvent des fois, où il y a un discours un petit peu victimaire, à se dire qu'on n'y arrivera pas. Mais non, moi je pense qu'il faut prendre ça comme une arme justement, en se disant que vous avez eu la chance d'avoir l'information, de savoir qu'il y a du racisme ici, bah tu vas te motiver 2 fois plus et là tu vas y arriver sans aucun problème. Et finalement tu vas te dire on aime tous la banane. Exactement, voilà. Donc Hassoun, après ces questions un peu de société et de manière générale, on va aller à fond dans la question un peu technique de foot. Donc notre spécialiste sport, Cheikh Sall, va vous poser quelques questions sur le foot et puis voilà, sur tout ce qui va avec. Donc Cheikh Sall, vous avez la parole. Bonjour Hassoun. Bonjour. Donc merci d'être avec nous pour cette interview avec les journalistes d'Adionews.info. Moi je suis le présentateur de l'émission Actu Sport qui passe sur la radio d'Adionews. Donc les quelques questions que j'aimerais vous poser sont votre parcours en tant que joueur, comment vous avez fait pour arriver en tant que joueur au centre de formation de Marseille, et en plus après vous êtes passé par Bastia avant d'arriver en Amérique. Mais c'est quoi le parcours d'un sportif typique avant d'arriver dans le monde professionnel? Oui, c'est sûr. Bah, moi, justement, pour répondre à la question, j'ai un parcours justement atypique. C'est-à-dire que j'ai eu une formation scolaire à Noisy-le-Sec. Et ensuite, j'ai signé directement professionnel à l'Olympique de Marseille, où j'avais réalisé 2 belles saisons en Ile-de-France, et j'avais pas mal de clubs qui s'intéressaient à moi. Donc, j'ai choisi Marseille parce que c'est le club qui fait rêver tout le monde, et je ne rêve pas aujourd'hui d'avoir réalisé mon rêve entre guillemets. De là, j'ai décidé d'aller à Bastia pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est une équipe qui comptait sur moi et il y avait une place pour moi en latéral droit là-bas. Et j'y suis resté 2 ans où j'ai eu beaucoup de bons souvenirs. Et de là, j'ai décidé de traverser l'Atlantique, comme je disais, et de découvrir la MLS, qui est un championnat en vogue et où on en parle beaucoup en ce moment, avec l'arrivée de grands joueurs, et je ne regrette pas non plus. Et pour les spectateurs qui sont novices, ou bien pour les joueurs qui veulent intégrer le milieu professionnel,
Donc comment ça se passe déjà la direction? Est-ce que ce sont les recruteurs qui viennent dans votre centre de formation? Comment ça se passe l'étape avant d'arriver à Marseille? Comment ça se passe l'étape pour Oui, je pense que l'étape générale, enfin de masse, je pense que c'est celle qui consiste à aller chercher des joueurs dans les centres de formation. On est placé dans des clubs qui ont de bonnes réputations, comme Rennes, Sochaux par exemple, Auxerre, qui ont de belles bases sur la formation des jeunes. Et de là, c'est le circuit le plus facile en tout cas pour pouvoir devenir professionnel. Mais je pense qu'il n'y a pas de circuit idéal. Je pense que la meilleure méthode, c'est de travailler fort. Peu importe où on est, je pense qu'il y a toujours un œil. Quand on travaille fort, on attire toujours l'œil et il y a toujours quelqu'un qui peut vous repérer. Donc ça a été mon cas pour moi. Et je pense qu'avec ces ingrédients-là, le travail, la persévérance et l'envie de réaliser ses rêves, je pense qu'on peut tout faire. Et quelle est la différence entre les équipes, l'encadrement technique de Marseille et de Bastia? Comment vous vivez ça de l'intérieur? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux clubs? Ouais, Marseille c'est vraiment du très haut niveau. Franchement, au niveau des infrastructures, du développement, de la médiatisation, je pense que c'est quelque chose de fort et à vivre aussi en tant que joueur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, il faut pouvoir gérer ça, gérer la pression lorsqu'on va faire ses courses par exemple, qu'on vient vous interpeller, etc. Mais je pense que c'est quelque chose de magique quand on est enfant et qu'on a envie de vivre ça. Je pense qu'on peut être que fier et content d'avoir accompli ça. Donc voilà. Après à Bastia, c'est un club plus modeste, mais qui a beaucoup d'impact au niveau du pays en France parce que c'est un club historique quand même, qui a fait de belles choses en Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, c'est deux expériences différentes mais totalement enrichissantes pour les deux, c'est sûr. Après, vous avez franchi un cap, vous êtes parti à Montréal dans la MLS, Major League Soccer, des championnats nord-américains des États-Unis. C'est ça. Et pourquoi vous avez franchi ce pas, quitté la France pour aller ailleurs en Amérique? C'est clair. Bah moi, voilà, à la base, j'avais décidé d'aller. J'avais une proposition à Dubaï en fait, de se faire avec un joueur que j'ai connu à Marseille, justement, Sabri Lamouchi, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. On avait l'opportunité, j'avais l'opportunité d'aller là-bas. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé parce que le coach de l'époque, Laurent Badid, qui était ancien coach de Monaco, il s'est fait renvoyer au moment où j'arrivais. Donc il fallait absolument retrouver une solution et pouvoir me remettre en selle. C'est là que j'ai choisi d'aller en MLS, de prendre mon sac tout simplement et d'aller là-bas. Parce que non seulement pour le sport, c'est sûr, mais aussi pour la vie parce que j'avais besoin de changer d'air et de voir autre chose. Et franchement, ça a été le super compromis pour moi parce que je m'y retrouve au niveau de la culture qui est assez semblable, francophone. Mais aussi, on reste en Amérique et ça me permet de découvrir plein de trucs, plein de villes, des choses que j'aurais jamais eu la chance de faire peut-être. Donc franchement, à tous les niveaux, je suis comblé. En Europe ou en Afrique, c'est un championnat qui n'est pas assez connu. Mais quand même, vous y côtoyez des joueurs comme Thierry Henry, Frank Lampard, qui est en prêt maintenant à Manchester City. Mais aussi David Villa, donc on peut dire que c'est un championnat de prestige. Oui, aujourd'hui c'est un championnat en vogue. On en parlait très peu il y a quelques années, où c'était un petit peu dénigré, où le niveau, c'est vrai, il faut le reconnaître, n'était pas terrible. Mais aujourd'hui, franchement, c'est vraiment un très bon niveau où et on côtoie de très beaux joueurs, comme vous avez dit, David Villa, il y a Kaka qui a signé aussi, des joueurs qui arrivent beaucoup plus jeunes aujourd'hui, qui sont prêts à relever le challenge sportif, avant qu'il soit financier et culturel. Donc moi je peux vous dire que le niveau est assez relevé aujourd'hui et que ce championnat a beaucoup d'avenir en tout cas. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un championnat assez relevé, parce qu'il y a des joueurs assez âgés en Europe qui ont 34 ans. Qui vont aller là-bas pour faire une petite retraite dorée. C'est ça. Mais je pense que ce n'est pas. Est-ce que c'est votre cas ou bien c'est la plupart des joueurs qui viennent, ou bien il y a des joueurs talentueux qui sont jeunes qui viennent là-bas? Oui, il y a des jeunes talentueux aujourd'hui qui n'hésitent pas à franchir le pas. Moi je connais des joueurs qui jouent en Ligue 1, Vincent Noguera qui joue à Sochaux en Ligue 1, qui n'a pas hésité à lâcher Sochaux et aller signer à Philadelphie.
Je connais Pierazzi qui jouait en Ligue 1 à Ajaccio et qui a fait d'autres clubs et qui n'a pas hésité à tout lâcher pour aller jouer là-bas. Il y a plein d'exemples comme ça qui se font et aujourd'hui on remarque que même les stars viennent de plus en plus jeunes. David Villa a 32 ans. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui seraient prêtes à l'accueillir les bras ouverts aujourd'hui. Mais il a décidé d'aller relever le challenge sportif à New York FC aussi. Donc voilà, avant c'est sûr que c'était des joueurs très âgés qui allaient là-bas pour finir leur carrière un peu à l'instar du Qatar ou de Dubaï. Mais aujourd'hui, je pense que le challenge sportif est intéressant et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de joueurs aussi moi qui m'appellent et qui me demandent comment faire pour aller là-bas. Donc c'est bon signe. Donc vous avez fait combien d'années là-bas? Ça va être ma quatrième année là. Ouais. Donc là, vous avez une expérience là-bas. Donc est-ce que vous pouvez comparer les deux championnats, le championnat de France, et la méthode de formation des Français et la méthode des Américains? Oui, c'est ça. Je pense qu'en France, même si je trouve que le championnat a un petit peu, pas régressé, mais je le trouve moins intéressant qu'avant dans le sens où, à part le PSG ou Monaco et Marseille, on a l'impression qu'en bas ça tire un peu vers le bas, parce qu'il y a des problèmes financiers aussi et que les clubs ont aussi du mal à pouvoir être à fond. Ils ont l'obligation de pouvoir vendre leurs joueurs à l'étranger. Mais c'est sûr qu'après au niveau de l'organisation tactique, tout ce qui est sur le jeu, la France a un trait d'avance, c'est sûr. Mais après au niveau de l'infrastructure, de la qualité franchement les États-Unis sont dans le futur pratiquement parce que ils ont vraiment des installations extraordinaires, les stades sont extraordinaires, sont pleins. Il y a tout pour réussir là-bas et franchement c'est vraiment un championnat qui a beaucoup d'avenir en tout cas. Qui a beaucoup d'avenir, mais aux États-Unis on sait qu'il y a le baseball, il y a le football américain, il y a le basket et il y a le hockey. C'est clair. Est-ce que le soccer existe déjà? Comment le soccer fait pour exister médiatiquement devant ces 5 grands sports C'est clair, la chance des États-Unis, c'est d'avoir des sports variés mais majeurs en fait, qui prennent beaucoup de place. C'est des sports qui seront incontournables et je pense pas que le soccer puisse dépasser, en tout cas au niveau de la popularité, ces sports-là. Mais il y a une forte émergence en tout cas au niveau. Il y avait les filles à l'époque qui avaient la réputation aux États-Unis de jouer beaucoup, mais aujourd'hui au niveau des jeunes, le sport numéro 1 chez les jeunes, c'est le soccer, clairement. C'est là où, je ne sais pas s'il y a eu un effet Coupe du Monde aussi, où les États-Unis, avec des joueurs de MLS, ont montré qu'ils avaient le niveau. Ils ont joué contre de belles équipes comme le Portugal, l'Allemagne aussi, où ils ont montré un gros niveau. Donc aujourd'hui, je sais que statistiquement, les jeunes jouent au soccer et c'est le sport numéro 1 chez les jeunes. Maintenant, le défi des États-Unis, ça va être de pouvoir garder cette jeunesse-là et qui passe le pas des 16 ans, parce que c'est après 16 ans qu'ils se dirigent vers d'autres sports et qui continuent à jouer au baseball, au basket ou autre. Donc voilà, il y a un challenge à faire, mais je pense qu'avec la population qu'il y a, il y a un fort vivier. Dernière question, Coquille, pour Cheikh. Bon, d'abord, je vais poser une petite question. Vous êtes Sénégalais, vous suivez le sport au Sénégal. Donc la Coupe d'Afrique se prépare, donc c'est dans un mois. Ouais. Est-ce que vous avez suivi le tirage? Donc on est logé avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Et le Ghana, c'est un pool difficile. Très dur. Un pool difficile, donc quel est votre pronostic et quelles sont les chances des Sénégalais? Franchement, pour moi, c'est le tirage le plus dur qu'il y ait eu dans la CAN. Maintenant, c'est sûr que l'Algérie part favori, il faut être clair. Ils ont fait une grande Coupe du Monde, ils ont beaucoup de bons joueurs, Brahimi, des joueurs que je connais aussi, que je connais bien, comme Adlen Guedjoura, qui est un ami à moi, qui a joué à Noisy Sec aussi avec moi. Sofiane Figouli, que je connais très bien, qui est un bon ami aussi. Donc je pense que le Sénégal a sa chance, mais il va falloir être vraiment très concentré, ne pas donner de chance à l'adversaire, un peu comme il s'était passé contre la Tunisie, on a pris un but à la dernière minute. Je pense que c'est des choses qu'il faudra gommer et être attentif jusqu'au bout, parce que ce groupe-là est vraiment relevé. Et dernière question coquine que Babacar nous soulevait tout à l'heure.
aux États-Unis, on sait qu'il y a les pom-pom girls. Est-ce que vous avez la cote chez les pom-pom girls? Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles aux États-Unis et les pom-pom girls en font partie, mais voilà, je ferai un sondage en rentrant, en y pensant et demander si j'ai la cote ou pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Ok, merci cher. Merci, donc Assoum. Donc en tout cas un plaisir de vous recevoir à Radio News. Spent a lot of his career in France, played with Marseille, is delivered. The heads go up and is Clint Irwin at the back post is still wandering around and it's into the back of the net. And Clint Irwin, you've got to say. And everybody forward for Montreal for this. They back a few off. Look down to the top of the box. Overhead. Oh, sensational goal. Hatsun Camara won the million.